Une impressionnante armada militaire américaine qui mouillait au large du Venezuela. Et donc, la nuit dernière, tout a basculé avec le président américain Donald Trump qui a déclaré que les forces américaines avaient capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro après avoir lancé une attaque de grande envergure contre ce pays d'Amérique du Sud. Écoutez. Les États-Unis ont mené avec succès une opération de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolás Maduro, qui a été capturé avec son épouse et transporté hors du pays par avion. Alors Antoine, on vient de l'entendre, le président vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé et exfiltré vers les États-Unis. Il sera traduit en justice. Quels sont les chefs d'accusation, Antoine? Alors c'est la procureure générale de New York qui a publié sur X la liste des chefs d'accusation, des charges qui sont retenues contre Nicolás Maduro. Certaines charges peuvent paraître un petit peu fantaisistes vues de l'extérieur, mais je vous propose d'écouter. Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores ont été inculpés dans le district sud de New York. Ils subiront bientôt toute la colère de la justice américaine sur le sol américain devant les tribunaux américains. Oui, certaines de ces charges retenues contre Maduro pourraient même prêter à sourire si ce n'était pas dramatique pour lui. Parce que si on parle de production de cocaïne, puisqu'il est largement question de narcotrafic, eh bien, il faut dire que la majorité de la drogue consommée sur le sol américain provient de Colombie et pas du Venezuela. Et de la même façon, cette drogue, elle arrive en majorité via le Mexique voisin des États-Unis et non pas du Venezuela. Donc il y a sans doute autre chose derrière ces charges, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard si vous le voulez bien. Bref, il faudra vraiment regarder de plus près pour savoir quelles sont les raisons derrière ce coup de force. Mais revenons sur ce qui s'est passé pour revenir à votre première question. Alors nous avons la chance d'avoir un de mes collègues reporters de RT International, Mourad Gazdiev, qui travaille pour RT International en anglais. Et il était sur place la nuit dernière à Caracas. Et voici comment il a vécu ces événements. Nous nous sommes réveillés aujourd'hui à 2 h du matin à cause des fenêtres qui tremblaient. Des explosions retentissaient partout dans la ville, qui est maintenant enveloppée de fumée. Ça sent partout le brûlé, comme cela arrive souvent après des frappes de grande ampleur. Il y a eu environ 20 explosions dans la ville que nous avons vues et entendues. L'état d'urgence est désormais instauré dans la ville. Dans les rues, on voit partout des militaires, des policiers, des postes de contrôle. Les déplacements ne sont pas recommandés. Alors on a vu Gazdiev à Caracas. Quelle est la situation maintenant dans le pays, Antoine? Alors on parle quand même, je tiens quand même à prendre un petit peu de recul et savoir ce qui s'est réellement passé. On parle d'une attaque aérienne contre un pays souverain, une agression qui va contre l'ensemble des textes internationaux. Il y a eu des morts, le président a disparu. Imaginez-vous un petit peu, vous réveillez ce matin, vous êtes vénézuélien et vous apprenez tout ça. Le couple présidentiel, Le couple présidentiel, le président ainsi que sa femme. Donc après un premier communiqué publié tôt ce matin, la vice-présidente Delcy Rodriguez, qui était auparavant ministre des Affaires étrangères, a pris la parole à 6 h du matin, heure locale. Et voici ce qu'elle a dit notamment. Nous condamnons cette forme cruelle et barbare d'agression contre notre peuple qui a coûté la vie à des fonctionnaires et militaires devenus des martyrs pour notre pays, ainsi qu'à des civils vénézuéliens innocents dans différents lieux de l'attaque, tant dans la capitale que dans les États d'Aragua, de Miranda et de La Guaira. Alors ce n'était qu'un extrait de son intervention, mais dans cette même prise de parole, Delcy Rodriguez a admis qu'elle ne savait pas où se trouvait le président à l'heure actuelle, enfin tout du moins à l'heure où elle parlait, ainsi que sa femme, comme vous l'avez dit. Elle a demandé, même exigé de la part de Donald Trump, qu'il donne au plus vite une preuve de vie, un signe de vie de Nicolás Maduro. Le cas de figure d'une telle action des États-Unis, il faut bien dire que ça avait été déjà prévu, on le sait, comme je vous le disais tout à l'heure, cette armada impressionnante, tout le monde savait que quelque chose couvait. Et donc ce cas de figure avait été plus ou moins prévu par les autorités vénézuéliennes. Et dans ce cas-là, un seul mot d'ordre, tous à la rue et la mobilisation des forces armées. Donc voilà, c'est dans l'état dans lequel se trouve la société vénézuélienne
en ce moment où l'on parle. Bref, l'état d'urgence pour la défense de la patrie. Je cite les mots de Delcy Rodriguez. Alors, il est encore relativement tôt en Amérique du Sud, mais il faudra suivre ce qui se passe au niveau de la population vénézuélienne. On a d'ores et déjà des premières images qui nous arrivent, comme quoi la population répond et descend dans la rue massivement. Vous avez évoqué la population vénézuélienne. Et Antoine, qu'en est-il des réactions internationales ? Alors j'aimerais commencer par le pays voisin du Venezuela qui partage plus qu'une frontière, c'est la Colombie, dont le président a réagi sur les réseaux sociaux, sur X, en rappelant son attachement aux principes de l'ONU. La Colombie réaffirme son engagement sans réserve envers les principes consacrés par la Charte des Nations Unies, en particulier le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, l'interdiction de recourir ou de menacer de recourir à la force, ainsi que le règlement pacifique des différends internationaux. À cet égard, le gouvernement colombien rejette toute action militaire unilatérale susceptible d'aggraver la situation ou de mettre en danger la population civile. Alors toujours en Amérique du Sud, j'aimerais partager avec vous la réaction du président brésilien Lula da Silva, qui a déclaré que ces explosions sur le territoire du Venezuela, cette agression et la capture de son président constituent, je cite, une ligne rouge et un dangereux précédent pour le monde. Autre allié de taille du Venezuela, c'est la Russie, bien sûr. Alors, dans un premier temps, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a publié un premier communiqué, dont voici un extrait. L'Amérique latine doit demeurer une zone de paix, telle qu'elle s'est proclamée en 2014. Le Venezuela doit se voir garantir le droit de déterminer son propre destin sans aucune ingérence extérieure destructrice, encore moins militaire. Alors, dans un deuxième temps, elle a publié un second communiqué dans lequel elle parlait plus spécifiquement du cas de Nicolás Maduro, comme quoi il aurait été enlevé, puisque on peut parler d'un enlèvement. Et il a bien sûr appelé à sa libération la plus rapide possible. Et on vient d'apprendre il y a quelques minutes que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, s'était entretenu avec la vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, donc dans un échange téléphonique où le chef de la diplomatie russe a rappelé tout le soutien de la Russie au Venezuela et a même appelé au renforcement du partenariat stratégique, rappelons-le, partenariat stratégique entre les deux pays. Voilà donc ce que l'on peut dire concernant la réaction russe. Cette fois, au niveau de l'Union européenne, des déclarations assez intéressantes que je vais partager avec vous. Par la chef de la diplomatie, Kaja Kallas, qui a dénoncé du bout des lèvres cette opération militaire américaine contre un pays souverain, il faut bien le dire, mais elle a d'abord mis en avant le manque de légitimité du président actuel. Écoutez. Je me suis entretenue avec le secrétaire d'État Marco Rubio ainsi que notre ambassadeur à Caracas. L'UE suit de près la situation au Venezuela. L'UE a répété à plusieurs reprises que M. Maduro manque de légitimité et a défendu une transition pacifique. En toutes circonstances, les principes du droit international et de la Charte des Nations Unies doivent être respectés. Nous appelons à la retenue. La sécurité des citoyens de l'UE dans le pays est notre priorité absolue. Nous suivons de très près la situation au Venezuela. Nous sommes aux côtés du peuple vénézuélien et soutenons une transition pacifique et démocratique. Toute solution doit respecter le droit international et la Charte des Nations Unies. Avec la haute représentante Kaja Kallas et en coordination avec les États membres de l'UE, nous veillons à ce que les citoyens de l'UE présents dans le pays puissent compter sur notre soutien total. Alors, je tiens à vous faire remarquer que la présidente de la Commission européenne parle déjà de transition. On a à peine la confirmation comme quoi le président a été enlevé, tout du moins a été exfiltré du pays. Et on entend Ursula von der Leyen parler d'ores et déjà de transition. Alors, elle ne parle pas du respect du droit international et de l'appel à la libération. Non. Transition, c'est la page est tournée, il faut passer à autre chose au Venezuela. C'est ce qu'on peut interpréter. Et la condamnation n'était pas explicite. En tout cas, quand on appelle de suite à la transition, c'est qu'on est déjà au chapitre suivant. On passe à autre chose. C'est ça. Et ça tombe bien parce que, rappelez-vous, qui a reçu le prix Nobel de la paix il y a de cela quelques semaines, quelques mois, c'est la leader de l'opposition vénézuélienne. Donc, la personne qui pourrait succéder à Nicolás Maduro, tout du moins du point de vue des Occidentaux, semble d'ores et déjà trouvée. Mais rappelez-vous encore, il y a 6 ans, quasiment jour pour jour,
on avait les États-Unis et l'Union européenne qui s'asseyaient littéralement sur le droit international en reconnaissant Juan Guaidó, qui était le patron de l'Assemblée nationale vénézuélienne, et qui le considérait comme président intérimaire légitime du Venezuela. La majorité des pays européens s'étaient d'ailleurs accordés à le reconnaître individuellement comme président intérimaire. C'était en février 2019. C'était juste après les élections présidentielles. Exactement. Les Occidentaux avaient poussé pour ne pas reconnaître le résultat de ces élections et avaient reconnu ce Juan Guaidó qui a disparu de la circulation depuis. Dernière chose que j'aimerais évoquer avec vous, Amine, c'est la réaction de la Chine. On vient de l'apprendre, qui s'est dit profondément choquée et qui condamne fermement ces frappes. Alors la Chine, ce n'est pas n'importe qui pour le Venezuela. Pékin soutient pleinement Nicolás Maduro et achète entre 75 et 80% du pétrole produit par le Venezuela. Et donc récemment encore, elle condamnait, vous savez, ces attaques sur des bateaux vénézuéliens supposément qui faisaient partie d'un réseau de narcotrafic sans qu'il y ait réellement de preuves. En évoquant, Antoine, les hydrocarbures, le Venezuela possède 20% des réserves du pétrole dans le monde. Et ce n'est sans doute pas un hasard. Et d'ailleurs, Donald Trump, qui s'est exprimé il y a tout juste quelques minutes, a fait savoir que les États-Unis seraient fortement impliqués dans le travail du secteur pétrolier vénézuélien. Alors, on peut interpréter cela comme on veut, mais... On parle déjà d'investissement ? Alors, d'investissement, ou tout du moins de reprise en main. Et ça veut déjà dire que, voilà, c'est sans doute les réelles raisons qui sont derrière ce coup de force américain au Venezuela. Exactement. Et d'ailleurs, le président américain a décidé d'endosser pleinement cette doctrine Monroe, tout du moins le renouvellement de celle-ci, qui considère le reste des Amériques comme le précaré de Washington, avec aujourd'hui l'exemple d'une ingérence claire, nette et revendiquée contre Caracas. Et non conforme au droit international. Faut-il le rappeler ? Oui. Antoine, merci pour tous ces éléments concernant cette opération militaire américaine au Venezuela. Et bien sûr, on reste attentif à la situation. Merci Antoine. Bonsoir Monsieur Mégus, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors Monsieur Mégus, cette intervention américaine au Venezuela démontre une fois de plus, d'ailleurs on vient de l'évoquer avec Antoine, démontre une fois de plus la politique de Washington en Amérique latine et cette doctrine Monroe. Oui, tout à fait. Alors, pour vos auditeurs, la doctrine Monroe, c'était donc au 19e siècle une stratégie de sécurité nationale des États-Unis qui prévoyait que le continent américain, toutes les ressources du continent américain appartenaient aux États-Unis et donc faisaient de facto les pays latino-américains comme le précaré, comme votre invité l'a mentionné. Et dans l'optique de l'époque, c'était l'Amérique aux Américains. Alors il faut entendre l'Amérique aux États-Uniens, bien entendu. Il s'agissait d'expulser les anciens empires coloniaux européens. Aujourd'hui, le monde a changé. Nous sommes dans le monde multipolaire et Washington a publié sa stratégie de sécurité nationale, donc il y a un mois, dans lequel il parle de retour à la doctrine Monroe. Il ne s'agit plus d'expulser les empires coloniaux européens, mais en tout cas d'en expulser son principal concurrent économique, la Chine, et de remettre la main, on l'a vu d'ailleurs les dernières semaines dans les déclarations de Donald Trump, où il considère que les ressources naturelles du Venezuela et de l'Amérique latine sont propriété des États-Unis. Donc évidemment, là, il s'agit d'une vision continentale que l'on l'a vu s'exprimer à travers les bombes et la barbarie de cette nuit. Monsieur Mégus, comment percevez-vous les scénarios à venir, notamment dans le contexte du silence de l'opposition vénézuélienne ? Alors, j'ai entendu, et évidemment, l'Union européenne parler de transition, mais là encore, je crois qu'il faut analyser la situation telle qu'elle est à Caracas. Le président et sa femme ont été enlevés, séquestrés, comme dans un mauvais western. En revanche, la continuité constitutionnelle est assurée. Le ministre de la Défense a donné des déclarations cette nuit dans lesquelles il assure de cette continuité constitutionnelle et du soutien des forces armées au président constitutionnel Nicolás Maduro. La vice-présidente s'est elle aussi exprimée. Or, normalement, c'est à elle que revient la charge de l'exécutif.
le pouvoir législatif est en place, les pouvoirs régionaux et municipaux sont en place, le pouvoir judiciaire aussi, et on a vu par exemple des hommes forts du chavisme, Diosdado Cabello, apparaître, alors que tous ces gens avaient été donnés pour morts par des fake news, apparaître et appeler les Vénézuéliens à la défense de la patrie. Donc, c'est-à-dire que la continuité constitutionnelle de la révolution bolivarienne est assurée pour l'instant. Je veux dire, une transition qui ferait venir Madame Machado se heurterait à une résistance civile, militaire et policière de la part des Vénézuéliens sur tout le territoire national. Monsieur Mégus, vous connaissez bien le Venezuela et toute l'Amérique latine. Quel est l'impact de cette opération militaire américaine sur la région? Évidemment, il est assez important. Hein. Ça faisait depuis plus de 30 ans que les États-Unis n'avaient pas bombardé un pays d'Amérique latine. Je rappelle que la communauté des États latino-américains et caribéens avait déclaré l'Amérique latine zone de paix. Donc évidemment, il y a des conséquences, c'est-à-dire beaucoup de pays, et je pense à ces pays dirigés par des caisses enregistreuses de Washington, comme l'Argentine actuelle, le Chili de M. Cast, la Bolivie de Rodrigo Paz, le Pérou de José Reri et j'en passe, non, qui sont finalement plus des pays souverains, mais des porte-paroles de Washington dans la région. Et ces pays vont encore plus s'aligner derrière les intérêts, non pas nationaux, mais les intérêts des États-Unis dans la région. Et puis, le message est passé, hein, pour tous ceux qui voudraient s'opposer ou faire une politique nationale souveraine et autonome, ils se heurteraient à la menace militaire des États-Unis. Donc c'est évidemment un message très fort que Washington a envoyé, c'est-à-dire c'est le retour du colonialisme le plus barbare. Et puis, dans tous ces pays, il y en a un quand même qui a beaucoup à perdre, c'est le Brésil, parce que le Brésil, aujourd'hui, est relégué à une voie diplomatique de faible importance, alors qu'il se voudrait un des moteurs de la région et du monde multipolaire. Le Brésil va devoir assumer des conséquences ici de l'intervention de Washington assez forte. Donc évidemment, il y a évidemment tout ce que je viens de dire, et puis le message évidemment passé à la Chine, n'est-ce pas? Washington met en place la stratégie de sécurité nationale qu'il a publiée il y a un mois et qui vise à expulser ses principaux concurrents économiques, la Chine ou d'autres du continent. Monsieur Mégus, quelles sont les répercussions économiques de cette opération américaine, en sachant bien que le Venezuela possède quand même 20% des réserves du pétrole dans le monde? Alors, voyez-vous, la veille de se faire capturer, le président Nicolas Maduro se réunissait avec M. Qiu Xiaopi, qui était l'envoyé spécial de Xi Jinping pour évaluer la coopération stratégique. Il y a eu la révision de 600 accords économiques, commerciaux, la veille de sa capture. Donc, la Chine est présente au Venezuela et je pense n'entend pas abandonner ce pays ou n'entend pas du coup revenir sur les accords commerciaux, économiques qu'elle a passés en tant que pays souverain. Donc effectivement, là, si les États-Unis veulent commercer du pétrole avec le Venezuela l'a déjà dit plusieurs fois depuis des années, ils n'ont qu'à faire comme tous les autres pays, acheter le pétrole. Très bien, merci à vous, Monsieur Romain Mégus, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste et fondateur du site francophone d'actualité de l'Amérique latine, Les Deux Rives. Vous étiez avec nous en direct depuis Lima, au Pérou. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Chamagne, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors vous, autant qu'ancien militaire, comment analyser cette opération militaire spéciale américaine au Venezuela? Alors, vous parlez de son organisation opérationnelle? Oui. Oui, c'était un coup très bien monté. Je suis surpris que la défense antiaérienne vénézuélienne soit restée muette, parce que quand on voit les images, les hélicoptères volent relativement haut, donc ça aurait pu être des cibles assez faciles. Donc c'est une opération très bien montée, sur le plan tactique, il n'y a rien à dire. En revanche, je pense que c'est une faute stratégique des États-Unis colossale. Ils se révèlent ce que l'on savait déjà, mais être ce qu'ils sont fondamentalement, c'est-à-dire un État voyou qui ne respecte pas le droit international depuis des années déjà. Mais là,
Je crois qu'ils sont allés trop loin. Et on va avoir, il va falloir suivre les réactions de la Chine, en particulier s'agissant de la vente des métaux rares vers les États-Unis et de toutes les sanctions économiques que pourra prendre la Chine à l'égard des États-Unis. En tout état de cause, les États-Unis se mettent la communauté internationale à dos, sauf évidemment Kaja Kallas, l'imbécile qui tient lieu de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et dans la foulée, M. Chamagne, le ministère de la Défense du Venezuela a décrété la mobilisation. Faut-il s'attendre à une confrontation directe entre les deux armées? Alors ça, je ne le sais pas. Parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qui a été touché. Les Américains ont commencé, avant de lancer les hélicoptères, ils ont envoyé une série de frappes aériennes. Donc, on ne sait pas quelles ont été les cibles. J'imagine qu'il doit s'agir des défenses antiaériennes, évidemment, pour pouvoir mener leur opération par hélicoptère. Le Venezuela dispose de missiles iraniens, chinois, russes, je ne sais pas, anti-navires hypersoniques. En tout cas, de l'Iran, je pense qu'ils en ont. Donc, là, ça va se jouer. Est-ce qu'on va monter aux extrêmes de la violence? Ce n'est pas souhaitable, évidemment. Oui. Maintenant, je pense qu'il va y avoir, ça va se jouer, je pense, la décision sera prise, je pense, entre la Chine et le Venezuela. Parce que la Chine a d'énormes intérêts au Venezuela et les Chinois sont prudents en général. Là, leur déclaration a été ferme. Donc, on va bien voir ce qui va se passer entre la Chine, le Venezuela. Le pétrole va continuer à se vendre, j'imagine. Et donc, il va falloir suivre ça de très près, je pense. Oui, et le pays voisin, la Colombie, a pris la décision pour le déploiement de ses militaires à la frontière. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette décision, M. Chamagne? Déjà, la position de la Colombie a été claire, malgré le fait que ses relations avec le Venezuela n'ont pas toujours été simples. Elle a pris fermement voix pour le Venezuela. Elle a condamné l'action américaine. Je pense qu'en fait, tous les pays d'Amérique latine aujourd'hui doivent se sentir un peu fragiles. Ils doivent se dire ça risque de nous arriver à nous aussi. Donc, il serait bien qu'il y ait une solidarité latino-américaine pour contrer cette hégémonie américaine. Justement, quel est l'impact régional de ce qui s'est passé aujourd'hui au Venezuela? Vous l'avez vu, hein, la prise de position de la Colombie, la prise de position du Brésil est intéressante également, parce qu'il faut se souvenir que le Brésil avait mis son veto pour que le Venezuela n'accède pas aux BRICS. Vous vous souvenez, l'année dernière, le Venezuela voulait entrer dans les BRICS et c'est le Brésil qui avait mis son veto. Donc la déclaration de Lula a été très claire et du coup, je pense que nous risquons d'assister à une reconfiguration géopolitique de l'Amérique latine et à une union face à l'hégémonie américaine ou ce qu'il en reste. Très bien, merci à vous pour votre analyse, M. Régis Chamagne. Je rappelle que vous êtes ancien colonel de l'armée de l'air et expert en géostratégie. Vous étiez avec nous en direct depuis Toulouse. Merci à vous. Merci. Professeur Lagoquet, bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, on a entendu l'intervention du président américain Donald Trump. Je reprends ses propos, je cite « Nous avons utilisé la force contre Caracas ». C'est une démonstration de force aujourd'hui. Oui, on peut merci d'abord pour l'opportunité. On peut le considérer que c'est une démonstration de force. Chaque fois qu'une violence est engagée et que des armes sont utilisées, des bombardements, bien sûr que c'est une expression de violence, c'est une expression de force et c'est aussi une démonstration de force, ça on peut le dire. Professeur Lagoquet, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait que le président américain affirme que le couple présidentiel doit faire face à la justice américaine? Pour moi, mon discours a toujours été constant.
que ce soit dans le cas de la crise ivoirienne. J'ai écrit un livre sur la crise ivoirienne. Les Français avaient fait la même chose. Ils sont allés en Côte d'Ivoire sur des arguments qui ne tenaient pas et qu'ils ont bombardé Gbagbo Laurent, qui était le président, et puis ils l'ont remis aux rebelles et Gbagbo a été mis à la Cour pénale internationale de justice. Que ce soit avec le cas de Gbagbo, le cas de Kadhafi en Libye, ou bien le cas de Maduro, ma réaction est toujours la même. C'est une interférence qu'il faut condamner et que cela fait qu'aujourd'hui, Donald Trump, qui a été élu, et puis beaucoup de gens espéraient que le monde allait vivre un monde avec moins de guerre. On s'est rendu compte que cela n'est pas vrai, qu'il est un président américain typique, même si dans certaines de ses décisions, il paraissait atypique. Donc c'est la doctrine Monroe, c'est le Manifest Destiny, c'est la doctrine du corollaire 1910-1912, et c'est bien sûr le containment policy sous Truman. C'est tout cela qui a été fait contre Cuba. C'est la même chose qu'on voit aujourd'hui contre le Venezuela. Donc c'est une tristesse pour les peuples qui aspirent à la souveraineté. Moi, je n'ai pas fait d'enquête pour savoir si effectivement le Venezuela était impliqué dans cette affaire de drogue, mais ce qu'on sait, c'est que le président Trump lui-même a dit que le Venezuela avait pris le pétrole américain. En d'autres termes, la quête de ressources est aussi une des raisons pour lesquelles le président américain a fait cette opération. Professeur Lagoquet, pensez-vous que le président Trump va s'arrêter à ce niveau? L'objectif a été atteint? Bien sûr que l'objectif n'a pas été atteint. C'est une action d'éclat qui a été faite pour montrer que les Américains pouvaient le faire. Mais moi, je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais ce qui me préoccupe ici, c'est surtout c'est la réaction de la Russie avant l'opération américaine et de la Chine. C'est ce que je ne comprends pas. Quand j'ai vu que les Américains voulaient aller au Venezuela, des amis et moi avec qui on était en train de discuter, je leur ai dit que les seuls pays qui pouvaient sauver le Venezuela, c'était la Russie et la Chine. Si la Russie et la Chine n'empêchent pas l'opération, bien sûr que, quelle que soit la résistance du peuple vénézuélien, les Américains vont réussir parce que bon, c'est quand même la première puissance militaire dans le monde. Et donc, ils font preuve d'une violence particulière et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Alors donc, maintenant que Maduro est parti et que Maduro va certainement être jugé devant les tribunaux américains, ce qui est assez ridicule. Les États-Unis se sont opposés à la Cour pénale internationale de justice, mais ils estiment qu'ils peuvent prendre un président à l'étranger, l'amener devant les tribunaux américains, ils vont être les procureurs, ils vont être les juges sur le territoire américain. Bon, maintenant, il faut donc décapiter le régime du Venezuela, parce que c'est ça le véritable objectif. C'est quand on décapite le régime du Venezuela qu'après on peut maintenant exploiter les ressources. Donc, tel que on sait comment les gens fonctionnent, c'est sûr qu'il y a des négociations, des pressions pour demander aux gens de se rendre. Et donc, si les gens se résistent, donc il y aura donc une guerre qui va avoir lieu, et il y aura beaucoup plus de morts. Et donc, bien sûr que les Américains ne vont pas s'arrêter à ce niveau. Ils vont continuer, surtout que la vice-présidence du Venezuela, le ministre de la Défense du Venezuela estime qu'il faut faire la résistance. Aussi, la résistance, la seule logique de résistance contre l'oppression et la violence va entraîner encore plus de violence et puis on verra ce qui va se passer. Mais les Américains ne vont pas s'arrêter à ce niveau si le Venezuela résiste. Professeur Lagoquet, merci pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes enseignant d'histoire et d'études à l'Université de Washington. Merci à vous. Merci beaucoup.
La verdad que yo